Bonjour mes amis et bienvenue dans ce nouveau partage où il sera question de nouvelle économie et corrélation avec ce qu'on appelle la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, j'ai comme invité notre ami Yousra Béjar qui va nous éclairer sur quelques points sur cette thématique. Bonjour Yousra. Bonjour Yacine, merci de m'accueillir. Merci à toi de nous donner ce privilège. Le plaisir est partagé. Voilà. Donc, je vais te demander de te présenter à nos amis. Voilà. D'accord. Alors, j'ai un parcours assez atypique dans l'ensemble. Donc, je suis formatrice, conférencière et coach. C'est vrai que le métier de coach aujourd'hui se développe beaucoup sur les questions financières. Ceci dit, j'ai commencé une carrière plus ou moins classique parce que j'ai fait de longues études, je suis allée jusqu'au doctorat et puis j'ai fait des tas de choses dans ma vie. J'ai enseigné à différentes populations et au fur et à mesure de l'évolution, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à délivrer tous les messages que je voulais, surtout en intelligence financière. Donc j'ai décidé de rebondir et d'aller vers d'autres projets que je développe actuellement. Alors, si tu veux, je peux résumer en deux mots en disant que je suis une passionnée des leviers de la création de richesse et je suis convaincue qu'on peut générer les meilleurs rendements en s'intéressant davantage à l'humain, en faisant preuve d'empathie vis-à-vis de l'environnement, des clients, et en s'alignant surtout avec ses propres valeurs. Et ce que je souhaite passer comme message, c'est que la finance, avec sa perception négative aujourd'hui, est un vrai gâchis, et qu'on peut faire beaucoup mieux, parce elle peut nous apporter énormément de choses, si on la considère comme élément interne, en équilibre avec toutes nos dimensions de vie. Et ça peut être un facteur et un pilier d'épanouissement personnel et professionnel. Voilà. Eh ben, moi, je trouve ça très, très intéressant. Bah, tant mieux. J'espère qu'il y en aura plusieurs qui trouveront ça intéressant. Non, j'en suis sûr. Pas de souci. J'en suis sûr. Et où peut-on te trouver sur le web? As-tu un site, une plateforme, page Facebook? Oui, alors j'ai lancé un blog il n'y a pas très longtemps sur justement cette dimension que j'appelle une dimension humaine de la finance, qui me permet de promouvoir ce que j'appelle l'éveil de la conscience financière. Et cette plateforme, elle s'appelle Finance Positive. Donc c'est pour justement pallier à la perception négative qu'on connaît de la finance. Vous pouvez aller sur le site finance-positive.com. J'ai aussi créé une page Facebook, pareil, donc vous pouvez la trouver à École Finance Positive. En tapant sur Facebook, vous pouvez trouver assez facilement. Et puis je prépare un certain nombre de vidéos et pour très très prochainement une série de podcasts sur l'éducation financière. Et ça me paraît important, entre autres aussi pour la reconversion professionnelle, mais on va peut-être en parler un peu plus tard. D'accord. Donc moi je veillerai à mettre tous tes liens sur la vidéo, comme ça si nos amis veulent voir tes travaux ou bien veulent entrer en contact avec toi, ils pourront le faire. Voilà. Avec plaisir. Donc maintenant je voudrais entrer dans le vif du sujet avec toi et j'aimerais bien te demander de nous parler de la nouvelle économie et surtout des particularités qui distinguent cette nouvelle économie à l'économie traditionnelle. D'accord. Alors c'est un vaste sujet. C'est un très très vaste sujet. Effectivement. Alors, et surtout la terminologie de nouvelle économie. En fait, la nouvelle économie est un terme initialement inventé aux États-Unis pour désigner la croissance tirée
par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce qu'on appelle les NTIC. On a fondé derrière le développement de cette nouvelle économie, des espoirs de plein emploi, de réduction de l'inflation, de la conquête du monde, voilà, des choses très très belles, on va dire. Et ça a été caractérisé surtout par le développement rapide de sociétés qu'on connaît aujourd'hui parfaitement, qui vendent tout de suite à l'échelle mondiale. Donc, je parle d'Amazon, d'eBay, Google, qui se sont développés en un temps très très court et qui ont tout de suite envahi le monde, on va dire. Alors, au cœur de cette nouvelle économie, il y a quand même une chose importante qui ressort et à la limite, j'ai envie de dire tant mieux, c'est l'humain, ou plus exactement les connaissances des êtres humains qui sont devenus aujourd'hui l'actif le plus prisé du marché du travail. Ce n'est plus juste le diplôme ou la connaissance X ou de Y, c'est vraiment les individus et ce qu'ils peuvent apporter comme compétences à l'économie. Ce que j'avais envie de rajouter, c'est qu'à l'émergence de cette nouvelle économie, comme toute chose nouvelle, en fait, on l'a traitée plus ou moins à part, comme s'il existait une dichotomie entre l'économie traditionnelle et la nouvelle économie. Alors évidemment, ceci s'est estampé avec le temps, notamment grâce aux innovations technologiques qui ont complètement bouleversé les fonctionnements des entreprises. Et aujourd'hui, on peut plus dire ah ben non, moi Internet ça m'intéresse pas, ah non moi je travaille pas sans email. Ce n'est plus concevable. Donc aujourd'hui, les frontières entre nouvelle économie et économie traditionnelle tendent à s'estomper, surtout que la technologie nous impose ça. Alors malheureusement ou heureusement, cette évolution a complètement bouleversé l'économie traditionnelle, qui aujourd'hui est obligée de s'adapter, on va dire, à ces nouvelles règles du jeu. Et dans ce bouleversement, le marché du travail et la stabilité de l'emploi qu'ont connu nos grands-parents, on va dire, ont été complètement touchés. Et aujourd'hui, on est dans une ère totalement nouvelle, enfin nouvelle depuis 10-15 ans, on va dire, où le monde professionnel est complètement changé et où la reconversion professionnelle va justement prendre de plus en plus de place. Justement, c'est le sujet de ma prochaine question, mais si tu veux développer encore sur cette question. Non, on va avancer petit à petit. De toute façon, il y a tellement à dire qu'on peut passer des heures entières à débattre du sujet. Mais on va avancer sur la reconversion professionnelle. Je suis d'accord, c'est le sujet de l'interview. Voilà, justement. Maintenant, je veux te demander, quelle est la place justement de la reconversion professionnelle dans cette nouvelle économie? Alors, c'est une place importante, je dirais même très très importante. Alors, je ne sais pas si je l'ai expliqué plus tôt, mais en tout cas, c'est bien dans mon esprit. L'époque où l'on travaillait toute sa vie dans une même entreprise est totalement révolue. Aujourd'hui, c'est quand même très très rare. Bon, je vais pas dire quelque chose qui a complètement disparu, mais en tout cas, c'est très très rare de pouvoir faire toute sa vie dans une même entreprise. Et même si on fait toute sa vie dans une même entreprise, c'est très très rare de le faire sur un même projet ou sur des projets plus ou moins continus. On est amené à évoluer dans la structure ou au sein d'autres structures. On est amené à multiplier les expériences professionnelles pour avancer tout simplement sur son chemin de vie. Dans ce contexte, il est primordial de favoriser la réussite des reconversions professionnelles. Pourquoi ? Parce que tout simplement, avec l'évolution technologique, avec tout ce qu'imposent les technologies d'aujourd'hui, on ne peut pas attendre à chaque fois les nouveaux diplômés pour combler
les nouvelles demandes générées par les technologies nouvelles, par les nouvelles méthodes de travail, les nouveaux modèles de fonctionnement, etc. On est bien obligé de se servir sur le marché de travail actuel et donc des personnes qui doivent complètement évoluer pour combler cette demande. Et si on va attendre des nouveaux diplômés, bah forcément il va y avoir des postes qui sont pas pourvus. Le mieux c'est de pouvoir aider les personnes à évoluer dans les cursus professionnels et en gros se reconvertir professionnellement plus ou moins facilement pour le succès des carrières professionnelles, mais aussi pour les succès des entreprises dans lesquelles on travaille. Donc c'est vraiment on va dire ce cercle qu'il est important de souligner. Alors, en Europe, si je peux donner voilà un exemple, tous les pays ne sont pas particulièrement sur le même pied d'égalité par rapport à la reconversion professionnelle. Et en France, par exemple, on est très très en retard sur cette démarche-là. Il y a une omniprésence de peur, une peur de l'avenir, une aversion au risque, et c'est assez présent dans la culture française, mais aussi francophone d'une manière générale, parce qu'on connaît un peu l'historique des pays francophones, qui sont quand même attachés malgré tout, ils sont sur le même modèle que le fonctionnement français. Absolument, absolument. Donc, si j'ai bien compris, c'est que maintenant, nous sommes dans une époque où toute personne doit prendre conscience qu'il faut qu'elle se recycle tout le temps, il faut la formation continue tout le temps. C'est quelque chose qui ça veut dire je trouve pas le mot. Une nécessité. Voilà, ça devient maintenant une nécessité qui s'impose, ça veut dire. Oui, effectivement. Alors, autant, moi, je l'aime autant dire que c'est plutôt une évolution personnelle. C'est-à-dire qu'on se dit, aujourd'hui, on a deux choix. On se dit, bon, voilà, moi, je maîtrise 2-3 points, je préfère les faire et je préfère pas regarder ailleurs. Mais ça, c'est mettre des œillères, finalement. Il faut prendre l'économie d'aujourd'hui comme une opportunité d'évoluer constamment et d'apprendre constamment. Enfin, moi, depuis toute petite, ce que ma grand-mère m'enseignait, c'est de tout le temps lire, de tout le temps être curieuse, d'aller voir ce qui se passe à droite et à gauche. Et en fait, on apprend énormément de choses. Et il y a un autre point négatif, moi je dirais, dans la culture francophone, c'est le cloisonnement des disciplines. On est physicien, mathématicien, ingénieur, manager. En fait, on cloisonne les disciplines, et ce qui fait qu'on regarde pas ce qui se fait ailleurs. Aujourd'hui, on fait un effort, hein, les choses évoluent heureusement, mais on est dans ce cloisonnement qui fait que on garde plus ou moins son confort. Alors que si on s'ouvre davantage aux autres disciplines, on va pouvoir aller chercher des méthodes qu'on n'utilise pas dans notre domaine à nous, mais qui peuvent facilement être appliquées. On peut aller chercher des choses complètement nouvelles, paradoxalement éloignées de ce qu'on fait, mais qui apportent, comment dire, une nouvelle perspective à son travail. Alors, je vais te donner un exemple personnel. En l'occurrence, moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait de longues études. J'avais travaillé dans mon doctorat, par exemple, sur justement comment l'humain pouvait apporter de la valeur à l'entreprise. Alors, je vais t'épargner le détail, mais j'ai utilisé une technique, donc une méthodologie, initialement issue de l'informatique. L'informatique, c'est vraiment des itérations, c'est très technique, qui a migré vers le knowledge management et des méthodes de génération de consensus. Et moi, je l'ai utilisé face à des analystes financiers, des gérants de portefeuille,
des gens qui n'y connaissent rien à ces techniques purement informatiques, et ça m'a permis justement de montrer qu'il y a un vrai décalage entre la perception du financier, ce que le financier attendait de l'entreprise, et ce que l'entreprise délivrait comme message. Alors, tu me diras, la technique, elle est très éloignée du domaine financier, mais je serais restée dans mon strict domaine, j'aurais jamais rencontré cette méthode qui a permis d'apporter un éclairage. Et le message que j'ai envie de dire aux gens, ouvrez-vous, essayez d'apprendre à droite et à gauche, parce que vous allez découvrir des choses qui vont vous servir dans votre carrière professionnelle et qui vont vous permettre de vous adapter à des postes nouveaux, à la limite, et vous allez développer de nouvelles compétences. Une connaissance qui rencontre une autre connaissance crée une tierce connaissance. Donc ça, c'est vraiment un message important. C'est un travail continu et c'est pas désagréable en fait. C'est comme lire un livre, c'est comme découvrir de nouvelles choses, c'est comme visiter un nouveau pays. Faut prendre ça comme ça. Et si on le fait d'une manière continue et naturelle, la reconversion est facile. Et personne ne la vivra comme une difficulté sur un chemin. C'est juste une évolution naturelle. Il faut vraiment travailler pour que toute reconversion professionnelle soit la continuité d'un cursus tout simplement. Qu'on la sente pas comme une obligation ou une difficulté ou une embûche sur le chemin. Voilà. Je sais pas si c'est clair ce que le message. C'est très clair et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. D'accord. Et ça confirme ce que j'ai dit au départ. D'accord. C'est très intéressant et ça, c'est super intéressant même. Donc, je passe à la question suivante, qui est, d'après toi, quels sont les facteurs qui permettent de réussir une reconversion professionnelle? Alors, il y a plusieurs éléments qui permettent de justement de mesurer, si on peut dire mesurer, ou en tout cas de réussir une reconversion professionnelle. Alors il y a une étude qui a été faite d'ailleurs qui a un peu mesuré un certain nombre de critères et a défini une liste de points pour justement mesurer les facteurs de réussite d'une reconversion professionnelle. Ça a été fait sur 7 pays européens. Donc, si tu veux, je peux peut-être la partager, parce qu'il y a des éléments intéressants là-dessus. Absolument, ça va enrichir le débat, Alors, bien sûr. Donc je partage l'écran. Tu me diras si tu le vois correctement. Est-ce que c'est visible? Oui, très bien. Alors c'est une étude qui a été faite, alors elle date de novembre 2014, donc elle est plus ou moins récente, par la Fondation ITG, mais tout le monde peut aller la télécharger sur leur site, hein, c'est pas très compliqué, et qui a défini en fait les bonnes pratiques pour la transition professionnelle et comment on peut mesurer la qualité d'une transition professionnelle. Et alors certains éléments rejoignent ce qu'on a évoqué depuis le début, et puis on a d'autres qu'on demande un peu aux pays, aux États de développer. Il y en a 7. Le développement de la formation tout au long de la vie. Donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est voilà, apprendre et vouloir apprendre. On ne va pas attendre qu'un employeur nous dise eh ben, en fait tu as des crédits formation, il faut que tu les prennes, etc. Il faut vraiment que ce soit une démarche personnelle. Voilà, il faut que ce soit, tu m'as ôté les mots de la bouche, c'est exactement ça. Il faut que ce soit une démarche personnelle, il faut le vouloir. Et quand on veut quelque chose, c'est tellement facile. C'est comme lire un livre ou découvrir un nouveau pays ou partir découvrir les merveilles du monde. C'est vraiment ça. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup. Parce que c'est le point clé, parce que tout le reste, c'est de l'aide. Si ça doit émaner de soi-même. Vouloir,
se développer et de vouloir se former. Alors ensuite, bien sûr, c'est le contexte pays qui va différer. Par exemple, le renforcement de la protection des indépendants et des emplois atypiques. En France, par exemple, il y a une vraie difficulté par rapport au statut d'indépendant, mais c'est aussi le cas dans un certain nombre de pays. Je sais qu'en Algérie, la protection des indépendants n'est pas non plus très très développée. Il faut un autre critère, c'est faciliter les interruptions de carrière et les aménagements de temps de travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, si par exemple je m'arrête parce que j'ai eu un enfant, en France mais ailleurs, c'est compliqué de reprendre. On a l'impression de comment on va caser la personne va s'éloigner du développement de la société. Et c'est là où je rejoins le premier point qui est la formation tout au long de la vie. Si on est dans une démarche de tout le temps apprendre, même si on est en congé de maternité, je prends un congé de maternité parce que moi ça m'est arrivé à 3 reprises, j'ai 3 enfants. Et si on est dans cette démarche-là, même si on s'arrête, finalement on continue à apprendre et on a toujours quelque chose à délivrer. Donc, la reprise est facile. Après, il y a les facteurs qui sont des facteurs de mobilité externe, de reclassement, etc., qui sont aujourd'hui vécus dans les organisations comme des facteurs, comme une punition en fait. Si on reclasse quelqu'un ou si on encourage quelqu'un vers la mobilité externe, etc., c'est parce qu'on veut se débarrasser de ces personnes-là. Alors que ça peut être un facteur d'épanouissement, c'est-à-dire que on peut imaginer une personne qui va aller apprendre des choses ailleurs, dans une autre structure, pour apporter du plus à la société. Alors, il y a énormément d'histoires qui circulent sur Internet, etc. Et alors, j'ai une anecdote à raconter. Il y a justement un DRH qui demandait à son PDG, oui, bah, si on veut former notre personnel, il risque de nous quitter. Donc le DRH se posait la question s'il fallait justement former ou pas ce personnel. Et donc le PDG, qu'est-ce qu'il répond? Il répond, bah, qu'est-ce qu'on ferait si on les forme pas et qu'ils décident de rester? Au final, c'est une évolution. Il faut accepter que justement en développant les gens au sein des organisations, certaines vont partir, d'autres vont rester, mais on va pouvoir justement avancer tous ensemble. Et c'est un cercle, c'est toute une culture à mettre en place. Alors après, la simplification du système des pays, l'administration française est très compliquée, mais je pense que des pays comme l'Algérie ou la Tunisie, ils ont complètement hérité ça par rapport à l'administration. Et puis le dernier élément, c'est l'anticipation de l'évolution du marché du travail et se dire qu'est-ce qui va être porteur demain. Ce sont des éléments qu'on est plus ou moins bon à définir en fonction des pays. Alors dans l'enquête, il y a énormément de choses dans l'enquête. Moi, j'encourage les lecteurs et puis les personnes qui visionnent la vidéo d'aller regarder parce que c'est assez intéressant et ça prend les pays un à un. Moi, j'ai juste envie de partager ça. Donc, en fonction de ces 7 critères que nous avons cités plus tôt, on a les classements des pays. Alors, pour un pays comme l'Autriche, tout est satisfaisant. Ça veut dire qu'un travail énorme, il a été fait. Si je prends la France ou l'Italie, bon, enfin, il y a encore du chemin à faire. Il y a plein de choses qui sont soit insuffisantes, soit incomplètes. Et si je prends par exemple le système administratif, simplification du système pour donner de la visibilité, on est bien rouge en France et bien rouge en Italie. Alors, même si en France on a fait une évolution énorme sur la formation tout au long de la vie, et ça on en parle beaucoup, mais le système est tellement complexe, si on revient sur le critère numéro 1, on voit bien que c'est mi-rouge, mi-vert. Donc oui, il y a un travail qui a été fait, mais c'est tellement incompréhensible qu'on profite pas spécialement du système. D'accord. Et au-delà de ce qui se passe, moi j'ai envie de dire,
faut pas attendre que l'État ou le pays dans lequel on vit nous prépare le terrain pour la reconversion professionnelle. Il faut absolument que ce soit un travail personnel. Et on sait très bien que dans notre système éducatif, on a complètement ignoré un certain nombre d'éléments, notamment l'éducation économique et financière, qui fait que réellement on a beaucoup de retard à rattraper. Il faut pas attendre que ça soit servi sur un plateau. Il faut vraiment que ce soit une démarche personnelle. Voilà. Ça. Alors, j'arrête le partage. Voilà. Et alors je sais pas si ça a été arrêté. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Alors, pour répondre à ta question sur les facteurs qui permettent de réussir la reconversion professionnelle, en tout cas d'un point de vue personnel, hein, le travail qu'on doit faire soi-même, je dirais, il faut avoir les qualités d'un entrepreneur. Voilà. Qu'on soit salarié ou pas, il faut être entrepreneur dans l'âme. Et la reconversion, c'est un véritable projet qui va faire intervenir autour de nous plusieurs acteurs. Et c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne, il faut qu'on se forme, il faut qu'on fasse des démarches, etc. Donc, il faut apprendre à coordonner, à prioriser, à planifier et décider quoi faire. Finalement, c'est quoi ça? Ce n'est que de l'entrepreneuriat. Il faut vraiment avoir les qualités d'un entrepreneur pour choisir son secteur d'activité, pour faire une démarche, etc. Et si on n'est pas capable d'analyser l'environnement économique et financier pour déceler le potentiel de croissance, on ne va pas choisir le bon secteur. Si on n'a pas un esprit critique pour pouvoir déceler ses propres forces et ses propres faiblesses, on va pas se former sur ce qui nous manque, donc on va pas entamer la bonne démarche de reconversion. Si on sait pas en fait capitaliser sur ses compétences et les mettre en valeur, on va forcément réduire nos chances de succès. Et pour résumer, oui, c'est super si on vit en Autriche et que tout a été fait pour que la reconversion se fasse dans le meilleur des mondes, mais on vit pas tous en Autriche. Et pour le coup, il faut travailler soi-même et donc être un bon entrepreneur dans sa reconversion professionnelle. Exactement. Malheureusement, c'est pas possible. Oui, c'est ça. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Alors, entreprendre, ça s'apprend, mais entreprendre, c'est inné. C'est pour apprendre à marcher, tu as fait au moins 2000 tentatives avant de savoir marcher. Donc en fait, c'est quoi? Tu as entrepris jusqu'à ce que tu as réussi. C'est ça, entreprendre. Exactement. Et c'est inné. C'est complètement quelque chose qui est en nous depuis qu'on est tout petit. Sauf que on a évolué dans un monde où c'est cloisonné, où on nous a expliqué qu'il faut avoir un diplôme pour avoir un bon poste, pour avoir une bonne retraite. C'est un peu ça ce qu'on nous a expliqué. Ouais. Et dans notre système éducatif, c'est là où on nous apprend des tas de disciplines. Les maths, la physique, le français, etc. On oublie juste une chose qui est fondamentale pour l'entrepreneur, c'est l'éducation économique et financière. C'est quelque chose qu'on a mis totalement de côté, tout simplement parce qu'on avait besoin de gens, après la Deuxième Guerre mondiale, pour reconstruire. Donc on n'avait pas besoin d'entrepreneurs, on avait besoin de main-d'œuvre. Et puis en fait, au fil des années, on a de moins en moins de besoin de main-d'œuvre, parce que il y a des techniques de robotisation, etc. Enfin, il y a énormément de technologies qui arrivent. Puis on a besoin d'innovation. Et donc du coup, aujourd'hui, si tu vas sur le site de l'OCDE par exemple, il y a une enquête qui est suivie, qui a été faite plusieurs fois de suite, dont la dernière version est parue en 2015, justement qui explique l'urgence de mettre en place des systèmes d'éducation financière dans l'ensemble des pays membres. Pourquoi?
parce que on n'aura plus de retraite, on n'a plus de stabilité de poste, et on court vers la catastrophe. Si les gens ne sont pas armés pour vivre leur vie, et puis en fait gérer leur quotidien, leurs finances personnelles, etc., on va vers des tensions de plus en plus grandes. D'ailleurs, on est dans un monde de tensions, et ça vient quelque part de là. D'accord. Et l'éducation financière aujourd'hui est indispensable justement pour avoir cette culture entrepreneuriale. Et pour la reconversion professionnelle, c'est la même chose. On a besoin de comprendre les choses pour savoir où s'orienter. Et personne ne pourra te connaître mieux que toi-même. C'est-à-dire que je peux te dire, tu devrais aller dans tel secteur ou tel secteur, mais je peux me tromper. Par contre, si toi, tu comprends le fonctionnement économique et financier, tu comprends les leviers, tu peux dire, ah tiens, ça m'intéresse, ça m'intéresse moins. Et là, je peux apporter quelque chose, ou là, je peux pas apporter quelque chose. Et ce sont des choses qui s'apprennent, parce que aujourd'hui, il y a des compétences qui deviennent indispensables, indiscutables. Tout ce qui est technique de travail collaboratif, aujourd'hui, c'est plus possible de dire, ah ben non, je connais pas les réseaux sociaux. Être polyvalent, s'adapter au stress, ce sont des choses basiques. Les connaissances informatiques, aujourd'hui, c'est plus possible d'être secrétaire sans savoir utiliser Word et Excel. Exactement. Ce sont des connaissances de base. Donc, ma question suivante, c'est quels sont les métiers ou bien les secteurs les plus porteurs dans cette nouvelle économie? Voilà. Alors, tous les métiers sont touchés en fait. On parle même d'une révolution des métiers. La faute principalement aux nouvelles technologies, encore une fois, qui changent complètement les règles du jeu. Il y a des métiers qui sont les plus évidents, tels que les métiers du numérique. Bien sûr, il y a aujourd'hui des secteurs qui sont très embryonnaires, qui commencent à peine à se développer, tels que les objets connectés, les montres, le médecin au poignet en fait, une montre qui mesure la pression artérielle, qui donne les battements de cœur, etc. Ce sont des choses qui se développent énormément, par exemple les objets, et puis le frigo connecté, en tout cas tous ces objets-là se développent, ils vont encore se développer à l'avenir. La robotique qui va aussi connaître un développement spectaculaire. Alors il y a des tas de métiers qui sont évidents comme ça, liés au numérique, et puis il y a des enquêtes qui ont été faites, notamment une très connue de McKinsey sur le sujet, qui justement définit l'ensemble de ces métiers-là. Ça, je dirais, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, les choses évidentes. Ensuite, tu as les métiers liés à l'environnement qui vont beaucoup se développer parce que aujourd'hui, il y a une prise de conscience collective, parce qu'il y a le réchauffement climatique, pour des tas de raisons. Le développement de ces métiers liés à l'environnement va forcément beaucoup affecter le marché du travail. L'enjeu pour les entreprises, c'est vraiment de concilier l'activité économique, leurs propres activités économiques, avec leurs responsabilités sociétales. Dans une époque marquée par la perte de valeur, une perte de sens liée à la mondialisation. Les gens sont perdus, les gens ne savent plus quoi faire. Ils ont besoin de repères, et donc la notion de responsabilité sociétale et comment dire, la conséquence de mes actes devient centrale. Il y a des tas de métiers qui se développent autour de ça, autour de justement la responsabilité sociétale de l'entreprise. Ensuite, alors après, il y a des pays qui sont touchés plus que d'autres en fonction de leur population. En France, par exemple, il y a le vieillissement de la population qui forcément impacte un dynamisme de ce marché-là.
et puis aussi le développement personnel de ces gens, parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de vieilles personnes. Alors, elles sont vieilles que par l'âge, hein, elles sont pas du tout vieilles, ni dans leur état d'esprit, ni dans leur mode de fonctionnement, et qui ne cherchent plus des maisons de retraite ou des lits médicalisés, mais plutôt une vie après la retraite. Et autour de ça, il y a énormément de métiers aussi qui se développent. Mais au-delà, en fait, les métiers classiques évoluent en fonction des technologies. Et puis, par rapport à chaque grande famille de métiers, il y a un écosystème qui se crée. Donc, ce sont des partenaires, ce sont des sous-traitants qui forcément vont aider les grands acteurs de ces nouveaux marchés ou ces marchés en évolution. Les possibilités sont juste nombreuses. Il est juste impossible de pas trouver place dans ce monde-là. Il y a tellement de choses à délivrer, il y a tellement de demandes, il y a tellement de besoins spécifiques que si vous faites, quand je dis vous, en fait les personnes qui écoutez un bilan de compétences, vous allez forcément pouvoir trouver un terrain pour déployer vos connaissances en fonction des besoins exprimés. Très bien. Super, très bien. Donc, moi, j'ai une question traditionnelle que je pose toujours en matière de reconversion professionnelle. Si jamais tu rencontres une personne qui veut faire une reconversion professionnelle ou bien qui vient d'entamer son processus de reconversion professionnelle, quel sera ton conseil pour elle? Alors, mon principal conseil, c'est prendre déjà ça comme une opportunité. Pour commencer, c'est vraiment une chance, c'est une opportunité et ce n'est pas une fatalité. Alors après, en fonction des personnes, il y a des personnes qui attendent la dernière minute et forcément, elles sont pas prêtes dans la reconversion professionnelle. Il faut faire le bilan et préparer, on va dire, faire des étapes. Des fois, on est obligé de faire des choses qu'on aime moins pour rebondir par la suite. Par exemple, continuer à faire un travail qu'on n'aime pas, pour justement un besoin de survie, on va dire, et préparer la véritable reconversion dans laquelle on va s'épanouir sur court ou moyenne période. Maintenant, le conseil que j'ai vraiment envie de dire à l'ensemble des personnes, c'est n'attendez pas que le moment d'une reconversion, entre guillemets, arrive pour entamer la reconversion professionnelle. Il faut être dans un état d'esprit permanent d'évolution. Parce que si on est dans cet état d'esprit d'évolution permanent, on ne sent pas la reconversion professionnelle. C'est juste une évolution naturelle. Voilà. Après, je peux dire autre chose. Donc je peux dire ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui vous avez toute l'information disponible sur Internet. Il y a une abondance d'informations. Si on cherche, on trouve. Mais commencez d'abord par un bilan de compétences. Ce que vous savez faire énormément de choses. On se sous-estime souvent, mais on sait faire énormément de choses et on est plein de ressources sans forcément le savoir. Et si on arrive à identifier ce qu'on sait faire de mieux, on va forcément aller vers le bon chemin. En tout cas, je te remercie. Et je veillerai, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mettre tes liens sur la vidéo et même en dessous. Okay. Comme ça, ils pourront lire tes articles et suivre tes travaux. Et je suis sûr que ça va intéresser beaucoup de gens. Moi-même, je suis intéressé d'ailleurs. Bon, bah alors, tu seras mon lecteur fidèle. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Donc, voilà, on arrive au terme de notre interview.
et je voudrais te remercier pour ta générosité. Vraiment, c'est très gentil de ta part et au plaisir de faire d'autres partages avec toi. Avec grand plaisir. On fera quand tu veux, sur d'autres sujets. Il y en a tellement, il y a tellement de sujets à aborder. Et puis, si on peut Absolument. améliorer un petit peu ce monde à notre façon, c'est déjà ça de gagner. Absolument, absolument. Je te remercie et au plaisir de te revoir, Yousra. Et je dis à nos amis au prochain partage, au revoir et au plaisir de vous revoir aussi. Au revoir.